Bonsoir à tous, heureux de vous retrouver. Alors toujours dans la série des exercices concernant le chapitre du muscle squelettique strié, alors je vous propose un autre problème scientifique où nous allons encore connaître des méthodes qui vont vous permettre d'améliorer vos compétences et de concrétiser vos connaissances. Alors bien évidemment, je vais vous lire l'énoncé du problème, je vous laisse le temps de le relire avant de passer à la correction. Pour connaître quelques phénomènes liés à l'activité musculaire et l'utilisation de l'énergie, on propose les expériences suivantes. L'expérience 1. Avec un dispositif expérimental, on enregistre l'activité mécanique du muscle d'une grenouille exposée à une excitation efficace. La figure 1 du document 1 représente un myogramme. Alors là, je vous propose la figure 1. Donc c'est un myogramme. Il suffit bien évidemment de l'examiner. Alors, question. Que représentent les lettres petit a, petit b, petit c et d? La figure petit a et petit b du document 2 représente un schéma de l'ultrastructure d'une fibre musculaire. Alors voilà la figure, ou plutôt le document 2, représenté par la figure petit a et petit b. Alors, question, légendez la figure petit a du document 2, faites correspondre les étapes petit b et c de la figure 1 du document 1 aux figures petit a et b du document 2. On propose la deuxième et la troisième et quatrième expérience. Le tableau ci-après représente les données suivantes. Alors, je vais vous proposer la deuxième expérience. Alors, les données de l'expérience, on injecte une substance lécorine qui émet une lumière au contact du calcium dans une fibre musculaire excitée. Bien évidemment, une excitation efficace. Les résultats obtenus. Directement après excitation, le sarcolème devient éclairé et se contracte et la lumière disparaît et se relâche. Alors, concernant la troisième expérience, là, on injecte l'écorine et une substance, la batrachotoxine, qui arrête le retour des ions calcium dans le réseau sarcoplasmique dans une fibre musculaire excitée. Bien évidemment, une excitation efficace. Les résultats obtenus, persistance de la lumière dans le sarcoplasme après la contraction et la fibre musculaire reste contractée. Alors, concernant la quatrième expérience, alors les données de l'expérience injection du salirgan, c'est une substance qui arrête l'hydrolyse de l'ATP, bien évidemment toujours une excitation efficace. Le résultat obtenu, la fibre musculaire ne se contracte pas.
Alors, question. Que représentent les résultats dans l'expérience 2? Question numéro 5. Qu'est-ce qu'on peut conclure de l'expérience numéro 3? Et question numéro 6. Qu'est-ce qu'on peut déduire de l'expérience 4? 7. En se basant sur les résultats de l'expérience 2 et 3 et 4, donnez le déroulement chronologique de la contraction de la fibre musculaire depuis son excitation jusqu'au relâchement. Pour montrer quelques étapes de renouvellement de l'ATP lors d'un effort musculaire, on dose la quantité d'oxygène consommée et la quantité d'acide lactique produit lors de l'effort chez une personne de 70 kg. Le document 3 représente les résultats obtenus. Alors là, vous avez le document 3. Il faut bien évidemment bien l'examiner, tout en lisant bien évidemment tous les détails proposés, à savoir, là vous avez la production d'acide pyruvique en grammes par minute. Là vous avez la consommation d'oxygène. Sur l'axe, là vous avez l'effort musculaire. Notez bien évidemment que ce graphe correspond à la consommation d'oxygène, alors que celui-là correspond à la production d'acide pyruvique. Donc là, vous avez deux étapes, l'étape grand A et l'étape grand B. Question numéro 8. En exploitant le document 3, expliquez l'évolution de la consommation d'oxygène et la production de l'acide lactique lors de l'augmentation de l'effort musculaire. Dernière question, 9. Déduire les phénomènes responsables du renouvellement de l'ATP au cours de l'étape A et l'étape B. Alors voilà, comme je vous ai dit, prenez le temps de relire l'énoncé de votre problème avant de voir la résolution. Alors, nous allons passer à la correction, donc j'espère que vous avez essayé. Alors, la première question, bien évidemment, c'est que représentent les lettres petit a, petit b, petit c et petit d? Là, nous avons la figure du document 1 qui représente un myogramme. Alors donc, pour le petit a, il correspond au temps de latence, c'est-à-dire c'est le temps nécessaire que l'influx nerveux atteint la fibre musculaire et bien évidemment que les ions calcium soient libérés pour que le processus de la contraction se déclenche. Alors pour le petit b, c'est la phase de contraction que vous connaissez certainement, qui correspond à un rétrécissement du sarcomère. Et C, c'est la phase de relâchement, c'est-à-dire le sarcomère retrouve ses dimensions initiales. Et bien évidemment, en D correspond à une secousse musculaire. Donc c'est une excitation de la fibre musculaire isolée. Alors voilà la réponse proposée. Donc pour le petit a, petit b, petit c et le petit d. Alors pour la question numéro 2, c'est de légender la figure petit a du document 2. Alors donc pour la figure petit a, donc on a 6 légendes à établir. Alors donc pour le 1, donc remarquez, le 1 correspond au sarcomère. 2, c'est la bande sombre.
c'est une bande qui contient les filaments d'actine et de myosine. Alors pour le 3, c'est la bande claire ou la bande I qui contient uniquement les filaments d'actine. Alors 4, ce sont les filaments d'actine. Alors que 5, c'est une strie Z. Alors que 6, ce sont les filaments de myosine, les filaments épais de myosine. Donc voilà, en ce qui concerne la légende de la figure A du document 2. Alors la question d'après, faites correspondre les étapes petit b et c de la figure 1 du document 1 aux figures A et B du document C. Alors je vais vous montrer tout d'abord la réponse concernant la question petit 2. Alors donc voilà pour la question numéro 2. Donc on a dit 1, c'est le sarcomère. 2, bande sombre formée d'actine et de myosine. Bande claire formée d'actine. 4, filaments d'actine. 5, une strie Z. Et 6, filaments de myosine. Alors là, j'ai dit de faire correspondre les étapes B et C de la figure 1, du document 1, aux figures A et B du document 2. Alors dans ce cas-là, on peut dire que la phase de contraction B du document 1 correspond à la phase B du document 2. Alors on peut parfaitement voir ici le sarcomère en état de contraction par le rétrécissement de la bande H. Alors que la phase de relâchement C du document 1 correspond à la figure A. Là, on a un sarcomère en état de relâchement ou de repos. Il suffit bien évidemment de voir la largeur de la bande H comparée à celle de la figure B. Alors voilà la réponse proposée pour la question numéro 3. La phase de contraction B du document 1 correspond à la figure B du document 2. La phase de relâchement C du document 1 correspond à la figure du document 2. Alors donc, pour répondre à la question numéro 4, que représentent les résultats dans l'expérience 2? Alors donc, je vais reprendre avec vous les données de l'expérience. Donc là, on injecte une substance qui est l'écorine, qui émet une lumière au contact du calcium dans une fibre musculaire excitée. Bien évidemment, l'excitation est efficace. Alors, il suffit tout simplement de voir les résultats obtenus. Alors, qu'est-ce qu'on remarque? Directement, après excitation, le sarcolème devient éclairé. Il se contracte et la lumière disparaît et se relâche. Alors, les résultats représentés par cette expérience. Alors, bien évidemment, ce qu'on peut retirer déjà comme une petite conclusion concernant la deuxième expérience, c'est que l'écorine, en tant que substance, émet une lumière au contact du calcium dans une fibre musculaire excitée. Donc, on peut dire tout simplement que après excitation, apparition des ions calcium dans le sarcolème, il en résulte la contraction de la fibre musculaire. Et après la contraction, les ions calcium disparaissent du sarcolème et la fibre musculaire se relâche. Donc voilà l'interprétation des résultats dans l'expérience 2. Alors donc, interprétation de l'expérience 2, après excitation, apparition des ions calcium dans le sarcolème, il en résulte la contraction de la fibre musculaire
Et après la contraction, les ions calcium disparaissent du sarcolème et la fibre musculaire se relâche. Alors donc, question numéro 5, qu'est-ce qu'on peut conclure de l'expérience 3? Alors reprenons l'expérience numéro 3. Alors remarquez que dans cette expérience, on injecte l'écorine et une substance, la batrachotoxine, qui arrête le retour des ions calcium dans le réseau sarcoplasmique dans une fibre musculaire excitée. Alors qu'est-ce qu'on remarque en tant que résultat? Persistance de la lumière dans le sarcoplasme. Après la contraction et la fibre musculaire reste contractée. Alors on peut tout simplement dire, puisque la lumière reste dans le sarcoplasme, ce qui montre que les ions calcium ne sont pas réabsorbés par le réticulum sarcoplasmique, c'est pour cette raison que la fibre reste excitée, bien évidemment, et contractée. Alors on peut dire concernant la conclusion que le relâchement de la fibre musculaire s'effectue après absorption des ions calcium du sarcoplasme. Alors la question numéro 4. Alors qu'est-ce qu'on peut déduire de l'expérience numéro 4? Alors l'expérience numéro 4, comme vous pouvez le voir, là on fait une injection du salirgan, qui est une substance qui arrête l'hydrolyse de l'ATP. Bien évidemment, on garde toujours l'excitation efficace. Alors on remarque que la fibre musculaire ne se contracte pas. Alors pour cette raison, on peut dire tout simplement que l'hydrolyse de l'ATP est nécessaire pour la contraction de la fibre musculaire. Alors voilà les réponses proposées pour l'expérience numéro 3. Donc de l'expérience 3, on déduit le relâchement de la fibre musculaire s'effectue après absorption des ions calcium du sarcoplasme. De l'expérience 4, on conclut l'hydrolyse de l'ATP est nécessaire pour la contraction de la fibre musculaire. Alors, pour la question numéro 7, donc en se basant sur les résultats de l'expérience 2 et 3 et 4, donnez le déroulement chronologique de la contraction de la fibre musculaire depuis son excitation jusqu'au relâchement. Donc c'est une réponse qui est très intéressante et vraiment vous êtes censé connaître les étapes ou plutôt le déroulement chronologique de la contraction de la fibre musculaire que je vais vous proposer dans un instant. Alors voilà le déroulement chronologique de la contraction de la fibre musculaire. Tout d'abord, il faut qu'il y ait une excitation efficace qui va provoquer une libération des ions calcium dans le sarcoplasme, qui favorise la formation des ponts actomyosine, après fixation de l'ATP sur les têtes de myosine, ensuite l'hydrolyse de l'ATP, libération de l'énergie chimique absorbée par les têtes de myosine qui vont changer de configuration, ce qui permet le glissement des filaments d'actine vers le centre du sarcomère. Enfin, réabsorption des ions calcium et le relâchement de la fibre musculaire. Alors, ce sont des étapes qui sont capitales et même importantes. Il faut vraiment les apprendre pour savoir les réutiliser dans les exercices. Alors donc, question numéro 8, en exploitant le document 3, expliquer l'évolution de la consommation d'oxygène et la production de l'acide lactique lors de l'augmentation de l'effort musculaire. Alors comme je vous ai dit, il faut revoir et interpréter, analyser soigneusement le graphe présenté. Alors comme je vous ai dit, là nous avons deux courbes, une qui représente la consommation d'oxygène, c'est la courbe en pointillé, et l'autre courbe correspond à la production d'acide pyruvique. Donc, on a l'étape A et l'étape B. Alors, donc, on va exploiter le document 3
et expliquer l'évolution de la consommation d'oxygène et la production de l'acide lactique lors de l'augmentation de l'effort musculaire. Alors, tout d'abord, on remarque, selon la représentation graphique, de 44 à 52 kJ par minute. Ou exactement de 44 jusqu'à 58,5 kJ par minute. Alors on remarque une faible production d'acide lactique et une forte augmentation de la consommation d'oxygène. Alors, après de 58 jusqu'à 68 kJ par minute, on remarque une augmentation de production de l'acide pyruvique et une légère augmentation de la consommation d'oxygène. Par contre, on remarque de 68 jusqu'à la valeur 101 kJ par minute, on remarque une forte augmentation de l'acide, de la production de l'acide pyruvique et une consommation, ou plutôt la consommation d'oxygène reste constante. Donc voilà en ce qui concerne l'explication de l'évolution de la concentration de l'oxygène et la production de l'acide lactique. Alors donc je vais vous proposer la réponse écrite. Alors voilà donc interprétation du document 3. On remarque de la valeur 44 à 58,5 kJ par minute une faible production de l'acide pyruvique et une forte augmentation de la consommation d'oxygène. De 58 à 68 kJ par minute, on remarque une augmentation de production d'acide pyruvique et une légère augmentation de la consommation d'oxygène. De 68 à 101 kJ par minute, on remarque une forte augmentation de production d'acide pyruvique et une constance de la consommation d'oxygène. Donc voilà l'explication de l'évolution présentée par le document 3. Alors la dernière question, déduire les phénomènes responsables du renouvellement de l'ATP au cours de l'étape A et l'étape B. Alors comme vous pouvez le remarquer maintenant, alors on a au cours de l'étape A, donc puisqu'il n'y a pas, il y a une grande consommation de l'oxygène, alors on assiste au déroulement de la respiration cellulaire. Alors que pendant la phase B, on peut parfaitement dire qu'on assiste au déroulement de la respiration cellulaire et la fermentation. Parce qu'il y a bien évidemment toujours production de l'acide pyruvique avec une légère consommation d'oxygène, mais après une certaine valeur, la valeur de l'oxygène reste constante, donc ce qui fait le processus de la fermentation qui est déclenché. Alors voilà mes chers élèves, donc je vais vous montrer la réponse proposée pour la dernière question. Alors donc j'ai dit qu'au cours de l'étape A, on assiste au déroulement de la respiration cellulaire. Alors cette voie métabolique qui nécessite l'usage ou la consommation de l'oxygène. Et l'étape B, on assiste au déroulement de la respiration cellulaire et de la fermentation. Alors voilà mes chers élèves, donc j'espère comme d'habitude ou comme toujours que ce problème va vous apporter un petit soutien pour vos préparations.
Toujours du courage. Encouragez votre chaîne Fardari Channel. Elle vous donnera toujours le plus. Alors, donc, je vous souhaite une bonne continuation dans vos préparatifs. Portez-vous bien. Bonne soirée et à bientôt.